Nous étions en train d'évoquer le dossier libyen où Tripoli a rejeté la trêve annoncée par le maréchal Haftar. On sait aussi, David, que dans ce conflit entre Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, le gouvernement d'union a reçu le soutien de la Turquie. C'est ce qui d'ailleurs a fait un peu rééquilibrer la balance, qui fait que le gouvernement d'union gagne du terrain. C'est un peu fort de ce soutien qu'il est en train de refuser la proposition de trêve. Non, le refus du gouvernement de la proposition de trêve proposée ou introduite par Haftar est la conséquence du double jeu auquel ça donne ce chef de guerre depuis très longtemps dans son désir de conquérir le pouvoir et d'imposer sa façon de diriger et sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, il y a quand même cette entité qui est composée de nombreux Libyens qui ne croient pas trop aussi en ce plan proposé ou avancé par le maréchal aujourd'hui. C'est parce que en face, il y a un gouvernement qui est mis en place, qui est reconnu et en qui les Libyens ont confié une sorte de confiance. Maintenant, de l'autre côté, il y a un maréchal, chef de guerre, chef d'armée, qui veut par tous les moyens conquérir le pouvoir par les armes et faire partir l'actuel gouvernement. Donc le gouvernement libyen en face dit ne pas avoir confiance en ce maréchal parce que plusieurs fois les mêmes propositions ont été faites mais ça n'a jamais été pris en considération. Et l'arrivée de la Turquie aussi aujourd'hui a apporté une sorte de soutien logistique et militaire à l'armée libyenne qui a réussi. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, ces 2 dernières semaines, l'armée libyenne a réussi à reprendre des villes qui sont très stratégiques dans le plan d'opération du maréchal et a réussi à repousser les rebelles dans leur zone de confinement. Donc tout ça a interpellé aussi le maréchal qui a compris aujourd'hui que si il maintenait sa force ou sa position dans cette guerre, c'est lui qui s'en sortira perdant. Et donc il faut faire un premier pas, c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, ce premier pas n'est pas accepté par le gouvernement en face parce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles ce maréchal avait fait les mêmes propositions sans jamais les tenir. Et puis il ne faut pas aussi oublier, lorsque l'Union européenne avait proposé cette trêve, c'est le maréchal qui avait refusé en premier. Il n'avait pas voulu. Le gouvernement libyen avait accepté la mise en application de cette trêve, mais en face, le maréchal et toute son équipe ont refusé, ils ont rejeté, ils ont continué les conflits. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelques jours après, ils reviennent faire les mêmes propositions? C'est parce qu'en face, il a peut-être compris que s'il voulait maintenir sa position radicale, c'est lui qui risquerait de s'en sortir perdant dans cette guerre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le maréchal annonce la trêve. Fayez al-Sarraj refuse, mais il y aura forcément trêve si le maréchal n'attaque plus, puisque c'est lui qui attaquait. Mais tout en annonçant la trêve, il y a encore des combats sur le terrain. Dans le sud, surtout. Dans le sud de Tripoli, où il y a toujours des pilolements de certaines zones. Vous allez remarquer qu'il y a encore des déplacements des populations, des gens qui fuient le combat, malgré l'annonce de cette trêve-là. Et je voudrais un peu rebondir sur ce que disait David tout à l'heure. Le gouvernement d'union nationale n'a pas seulement le soutien de la Turquie. Il y a également le Qatar qui soutient ce gouvernement. Par contre, de l'autre côté, il y a d'autres pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte qui soutiennent ce général-là. Et ce qui fait que pour trouver une solution dans ce pays-là, ce sera vraiment difficile. De l'autre côté, il y a également une assemblée l'assemblée de Tobrouk, qui soutient ce général. Ce qui fait de lui un président. Parce que si vous avez une assemblée qui est derrière vous, vous avez une armée qui est derrière vous, alors vous considérez déjà comme un chef d'État. Mais
la communauté internationale, est-ce qu'elle joue forcément son rôle dans la résolution de la crise en Libye? Voyez-vous, il y a un problème crucial qui est celui du partage de ce que nous appelons dans notre jargon le partage du gâteau. Le gâteau libyen où il y a du pétrole, et le général Haftar, avec ses soutiens-là, ont commencé déjà même par extraire du pétrole dans plusieurs régions libyennes. Voilà une situation qui ne donne pas de la satisfaction au gouvernement d'union nationale pour pouvoir accepter cette trêve-là et arrêter le combat. Le gouvernement dit nous sommes en légitime défense parce que nous sommes un pays et nous sommes attaqués par, disons, une rébellion qui ne dit pas son nom. Voilà une situation, franchement, je crois que en Afrique, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut que l'Union africaine prenne en main cette situation libyenne qui est en train de dévaster toute une région. On parle de région, il y a le Maghreb, il y a l'Afrique subsaharienne et tout ça, parce que c'est des enjeux vraiment très importants, surtout quand on parle de l'économie. Voilà une situation qu'il faut vraiment déplorer. Mais de toute façon, en Libye, on ne peut plus maintenir pour longtemps cette situation de mi-paix, mi-guerre. Il faut un jour venir à une paix véritable. Oui, mais la paix, elle est consécutive à beaucoup de sacrifices. Il faut que les belligérants comprennent la nécessité de déposer les armes et de repenser autrement comment remettre la Libye sur la rail. Vous savez, la Libye, c'est l'un des pays les plus riches, immensément riche. La Libye, elle est plus riche que certains pays européens. Au temps du colonel Kadhafi, la Libye qu'on a connue ces 10 dernières années n'est pas celle qu'on connaissait dans le temps. Et donc, en face, il y a cette interrogation que se posent beaucoup de personnes. Alors, quelle est la mission? Eric parlait tout à l'heure de l'Union africaine. Bon, je suis désolé. Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans la crise libyenne? Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? C'est triste qu'on ait une institution ou une organisation régionale qui réunit les 53 ou 54 pays africains dans une seule entité, mais que cette organisation, que cette institution soit silencieuse en face de ce qui se passe, face à ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Et c'est la communauté européenne, c'est la communauté internationale, on parle de l'Union européenne qui vient gérer un dossier d'un pays situé sur le territoire africain. Ça relance aujourd'hui le débat sur l'indépendance, sur l'autonomie de nos institutions. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait dans la crise en Libye depuis que cette crise a commencé? Qu'est-ce qu'elle a pu faire aujourd'hui? En toute honnêteté, je pense que cette crise aurait pu être gérée entre Africains et peut-être qu'on trouverait des solutions depuis. Alors cette situation de mi-paix, mi-guerre profite à qui? Elle profite d'abord aux puissances occidentales. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a une guerre en Libye, mais le pétrole continue d'être puisé. Et on vend ce pétrole pour alimenter la rébellion. La zone qu'occupe le maréchal Haftar aujourd'hui, c'est une des zones les plus riches du territoire libyen. Et il puise le pétrole, il le vend pour acheter des armes en retour. Et qui sont ceux qui achètent ce pétrole-là? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Union européenne, c'est tous ces pays qui achètent cela. Alors, comment peut-on comprendre que vous êtes sur un territoire de guerre et vous arrivez facilement à puiser du pétrole, à le vendre? Et ces pays acceptent d'acheter ce pétrole-là. Et l'Union africaine aujourd'hui est silencieuse face à cette situation. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Aujourd'hui, les Libyens en ont assez, ils sont fatigués et de nombreux Libyens regrettent aujourd'hui l'assassinat de Kadhafi. Si la situation aurait pu être présentée comme telle, beaucoup de Libyens ne seraient pas d'accord que Kadhafi soit assassiné ainsi. Parce qu'aujourd'hui, il porte beaucoup de remords. La Libye n'est plus ce pays qu'on a connu. Il y a la famine, il y a la guerre, il y a l'instabilité. Tous les jours, on tue, tous les jours, on vole. Et c'est une zone où il y a le grand banditisme qui se développe et qui se déploie dans d'autres pays, dans les pays limitrophes. Je dis,
quelque part, l'Union africaine n'est pas quand même silencieuse par rapport à la situation en Libye. Sauf qu'elle est très franchement impuissante, par exemple, pour déployer une zone tampon où on aura des forces africaines qui pourront mettre fin à cette guerre. C'est ce qui est souhaitable. Nous ne pourrons pas dire que cette institution africaine ne fait rien, mais c'est que franchement, elle n'a pas les moyens de sa politique. Il faut le reconnaître. Et à chaque fois qu'il y a une situation de conflit sur le continent, il faut faire appel à d'autres puissances, à d'autres institutions internationales pour venir en aide à l'Union africaine pour pouvoir agir sur le terrain. Et, regardez ce qui s'est passé en Centrafrique, regardez ce qui se passe en Libye. Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire sans les moyens? Et aussi, c'est là où il faut vraiment repenser cette institution africaine, c'est-à-dire comment elle est gérée, comment elle fonctionne pour pouvoir mettre fin à ces conflits-là sur le continent. Second sujet, la Côte d'Ivoire, les deux principaux partis d'opposition de Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le Front populaire ivoirien, FPI, respectivement d'Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont signé jeudi à Abidjan un accord politique à 6 mois de la présidentielle. Les deux partis ont pris l'engagement commun à œuvrer de concert pour le retour de la paix, de la réconciliation et rendre transparent le processus électoral. C'est ce que souligne le communiqué lu devant la presse. Les deux grands partis ont assuré fin décembre 2019 qu'ils présenteront tous deux des candidats à la présidentielle d'octobre 2020. Eric Johnson, est-ce que c'est un front anti-Ouattara qui se dessine? Évidemment, il ne faut pas chercher loin. En réalité, vous savez, moi je me dis, si réellement il y a une volonté manifeste d'aller à la réconciliation dans ce pays-là qui est un poumon de l'économie de la sous-région, de l'UEMOA, il faut que les acteurs aillent vraiment à cette réconciliation. Il faut que les acteurs prennent en compte les difficultés et sinon qu'ils soient à l'écoute des populations ivoiriennes qui ne veulent plus de ces crises incessantes dans leur pays. Le premier pas qui vient d'être franchi par les deux grands partis de la Côte d'Ivoire est à saluer. Sauf que, connaissant un peu l'histoire de ce pays et les revirements de dernière minute, surtout quand il s'agit de positions politiques, il ne faut pas trop vite crier victoire. Parce que, vous savez, en face, il y a le parti de Ouattara qui aussi voulait faire une alliance avec un de ces deux partis. Il y a également le cas Guillaume Soro, qu'il ne faut pas perdre de vue. Tout ça, en réalité, ne constitue pas une bonne chose pour Ouattara. On a comme l'impression que tout ça là va dans dans la rivalité qu'il y a eu entre le parti de Ouattara et le PDCI, qui étaient ensemble des alliés. Vous voyez déjà comment ça se passe aujourd'hui. Et après, il y a eu aussi les arrestations de Gbagbo et Charles Blé Goudé, et maintenant la condamnation de Guillaume Soro et tout. Je dis, oui, c'est vrai, tout ça là, c'est contre, c'est une alliance contre Alassane Ouattara. Mais comme les deux partis se disaient déjà en décembre que chacun présentera un candidat, est-ce que c'est une alliance de bonne loi?
Alors, ils disent, en tout cas dans les clauses de cette alliance, ils ont pris l'engagement d'œuvrer de concert pour le retour de la paix et de la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un discours politique. C'est un discours politique. C'est pour faire croire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Vous avez vu, derrière ce communiqué, les deux formations disent nous présenterons chacune nos candidats. C'est quand même extraordinaire que vous acceptez de vous mettre ensemble et que vous ne pensez pas vous mettre ensemble pour positionner un seul candidat. C'est ça, c'est ce qui va poser le problème plus tard. C'est vrai que c'est un front qui a été mis en place pour faire passer un message à Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara se sent beaucoup plus seul. Soro n'est plus avec lui. Bédié, qui était son ancien allié, lui a tourné dos. Gbagbo n'a jamais été avec lui. Donc finalement, Ouattara se retrouve seul avec sa formation politique. Et les deux grosses formations politiques, il ne faut pas oublier, le PDCI et le FPI font partie des 5 grands partis politiques en Côte d'Ivoire, avec tous ces militants qu'ils ont, acceptent de se mettre ensemble pour préserver la paix, la réconciliation. Mais ce n'est pas ça la priorité des Ivoiriens aujourd'hui. La paix, elle est déjà là. OK ? La réconciliation, ouais, même si ça tâtonne, ça va, ça vient. On est dans le processus déjà. D'accord. Le gros problème, c'est les prochaines élections. Qui va être candidat? Alors, les Ivoiriens auraient pu être contents si les deux formations politiques disaient « Nous allons nous mettre ensemble pour trouver un seul candidat qui va défendre nos couleurs politiques lors de la prochaine présidentielle. » Donc, ça prouve que c'est une sorte de traité de brave qui a été signé entre les deux, sachant que le gros problème est derrière et qu'au moment venu, ce problème va encore ressurgir pour diviser et séparer cette union à laquelle ces deux formations politiques ont appelé. Alors, aujourd'hui, Ouattara n'est qu'un observateur. Il regarde, il analyse, il étudie. Il sait ce qui va se passer très bientôt en Côte d'Ivoire et il sait que la bataille ne sera pas facile pour lui parce qu'il y a une division au sein de la scène politique. Chacun est parti avec ses militants qui avaient fait de Ouattara un président. Tous ces militants sont aujourd'hui partis parce qu'ils ont compris très tôt que Ouattara ne voudrait pas partir, mais il a peut-être été forcé de partir et en partant, il a pris soin de positionner quelqu'un qui peut bénéficier de son héritage politique. C'est ça l'inquiétude des Ivoiriens aujourd'hui. C'est vrai, les Ivoiriens ont besoin de ces unions entre les formations politiques, mais la priorité aujourd'hui, c'est que ces deux formations politiques s'accordent pour trouver un candidat unique qui puisse défendre les couleurs de ces deux formations. Alors, il y a aussi au sein de ces deux partis beaucoup d'incertitudes parce que pour le FPI, il faut dire il y a deux FPI. Le FPI Gbagbo, rien. C'est lui qui a signé l'accord avec le PDCI. On ne sait pas qui on va positionner comme candidat. Au niveau du PDCI également, Henri Konan Bédié n'est pas très clair sur ses intentions. Oui. Tout ça, c'est des jeux politiques. C'est des jeux politiques, sauf que derrière, il y a le peuple ivoirien qui attend. Le peuple ivoirien veut sortir de cette spirale d'élections et guerre civile à la fin. Je crois que c'est pour prévenir tout ça que beaucoup de gens ont applaudi ce traité entre les deux partis politiques. Les gens se disent désormais, quand il y aura une élection, au moins, ces deux partis vont s'entendre pour soutenir le vainqueur et accepter quand même que l'un d'eux est vaincu. Mais est-ce que le parti de Ouattara a déjà joué sa carte? Parce qu'ils sont dans un engrenage politique qui permet, surtout avec les jeux des alliances là, qui permet quand même d'avoir d'autres situations avant le scrutin.
nous analysons juste cette situation par rapport à tout ce qui s'est passé au temps de Bédié, quand il était lui-même président. Il y avait toujours cette situation de crise. Et la tension, quand vous arrivez à Abidjan, n'écoutez pas les discours politiques. Vous avez l'intention qu'ils sont tous des va-t-en-guerre et ils sont prêts à tout pour préserver le pouvoir. Aujourd'hui, je pense que le FPI, en son sein, a déjà des problèmes. Afin Guessan sera-t-il candidat ou non? Positionnera-t-il quelqu'un ou non? On ne sait pas. Maintenant, cette faction du PDCI, du FPI, acceptera-t-elle ce traité-là? Parce que ce n'est toujours pas évident. Du moment où Afin Guessan se dit Gbagbo ne pourra pas être candidat, il faudrait nous laisser le soin de mettre quelqu'un à sa place. Mais ce que le groupe GOR, comme vous venez de dire, Gbagbo ou rien, n'accepte pas, pour eux, c'est Gbagbo ou personne. Mais c'est déjà un conflit qui est né au sein du FPI. De l'autre côté, au niveau du PDCI, il y a encore des gens qui se disent des oufouettistes qui soutiennent Ouattara. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils se positionner par rapport à ce scrutin-là où Ouattara a déjà positionné son dauphin, Grand Koulibaly. Et tout ça là, vous voyez, c'est un mélange politique qui ne donne pas clairement un paysage où on dira que les gens vont forcément aller à la réconciliation. Mais il faudrait que les politiques fassent tout pour que la réconciliation dont il s'agit, parce que ce n'est pas une réconciliation qui va commencer aujourd'hui, mais c'est une réconciliation après le scrutin. Mais après le scrutin, comment les gens vont se comporter? C'est surtout ça la question aujourd'hui. Alors, il y a aussi l'autre inconnu, parce que on est avec la Côte d'Ivoire, les armes ne sont pas très loin. La transparence des élections, ils ont, au niveau de la signature d'accord, ils ont dit qu'ils vont œuvrer également pour la transparence de l'élection. C'est aussi quelque chose qui inquiète énormément en Côte d'Ivoire. Ben, cette situation, elle a toujours inquiété l'opposition dans les pays africains. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de garantie pour l'opposition. En face, il n'y a pas de garantie. La dernière présidentielle a quand même démontré suffisamment que le pouvoir ivoirien avait la volonté de bien organiser les dernières élections. Il les a bien organisées. Ouattara a gagné. Il y a aussi le courage de Ouattara qui a accepté de ne plus se représenter. C'est courageux de sa part. Le fait d'avoir dit ça, je pense que ça peut apporter une sorte de garantie aux adversaires en face. Mais connaissant la classe politique ivoirienne, il sera très difficile qu'ils acceptent d'aller à ces élections dans ces conditions. Vous savez, la question de la commission électorale avait opposé Ouattara et ses opposants. Et Ouattara a manifesté le désir de faire changer les choses. Il a apporté des modifications. Aujourd'hui, la question elle est encore pendante, mais avant la clôture des dépôts de candidature, cette question va être tranchée. Et quels sont les moyens que mettent ensemble ces deux entités pour proposer des élections crédibles ou pour aller contre des fraudes, si fraude il y en aura? Est-ce qu'il y a cette réelle volonté de leur part de s'associer vraiment pour aller à cela? C'est ça la question. Mais aujourd'hui, je pense que les signaux sont quand même ouverts à Abidjan sur la question des prochaines élections présidentielles. Les signaux sont déjà ouverts et on attend la concrétisation de tous ces espoirs parce que les Ivoiriens attendent beaucoup de cette prochaine élection. Et ces élections vont déterminer le poids de chaque formation politique. Aujourd'hui, Gbagbo veut revenir
Mais en face, au sein de sa propre formation politique, il y a une dissidence qui ne le lâche pas. Et ça fait que le FPI aujourd'hui s'est fragilisé. En face, il y a le PDCI qui a perdu aussi certains de ces cadres qui ont rejoint de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut recentraliser toutes ces énergies pour sortir une union forte de ces deux formations politiques qui puissent vraiment affronter le président ou le dauphin de Ouattara prochainement. On n'oublie pas le dernier inconnu, ce que fera Guillaume Soro. Justement, d'abord, il faut voir la chose de cette manière. Le scrutin sera organisé par le camp Ouattara. Et déjà, au niveau de la commission électorale, il y a un problème qui se pose. Vous voulez, vous faites un traité, vous signez un traité pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ce n'est pas vous qui organisez le scrutin. Alors, je pense que fondamentalement, ceux qui cherchent, qui est la réconciliation et la paix, doit se faire forcément avec le camp Ouattara. Il ne suffit pas de signer ce traité-là entre vous, mais c'est d'ouvrir le champ aux autres, comme Ouattara et surtout Guillaume Soro, qui est aujourd'hui un condamné. Parce que la justice ivoirienne l'a condamné à 20 ans de prison. Maintenant, lui étant déjà un porte-parole d'une rébellion, est-ce qu'il va se taire pour ne pas participer à ces élections? Quelles seront ses attitudes vis-à-vis de ce scrutin qui sera organisé? C'est là la question que vous vous posez. Mais très franchement, aujourd'hui, personne ne connaît l'idée de la formation de Guillaume Soro vis-à-vis de ce scrutin et vis-à-vis surtout que jusque-là, il n'a pas encore réagi à ce traité qui a été signé entre les deux formations, PDCI et FPI. Nous attendons de voir, de suivre ces réactions et de pouvoir analyser la situation dans le futur. Partons pour la grande pause et on revient après le journal continu.